2 jours d'or. Nous, Bretonnes et Bretons, on doit énormément à une œuvre en particulier. Et certainement parce qu'elle a ouvert la porte à bien d'autres. Dans quel état serait notre héritage culturel, linguistique et littéraire si, au 19e siècle, le vicomte Théodore Herzart de la ville marquée, Marplich, n'avait pas décidé de collecter et de publier les trésors de notre peuple? Dans cette vidéo, nous allons parler de cette véritable révolution culturelle et littéraire qui éclata en 1839 lors de sa publication. George Sand le qualifia de diamant du Barzaz-Brace et aujourd'hui nous allons retracer ensemble l'histoire de ce précieux recueil de chants populaires de Bretagne. Alors c'est peut-être par manque de culture générale ou bien parce que je n'ai jamais eu un de mes professeurs de lettres qui n'avait mentionné cette œuvre durant ma scolarité, mais je n'ai appris l'existence du Barzaz-Brace que lorsque j'ai commencé à faire des études de langue bretonne. Ce fait m'interroge un peu car ce recueil majeur et populaire appartient à tous les Bretons et à toutes les Bretonnes. Et c'est certainement ce qui m'a motivé à faire une vidéo sur le Barzaz-Brace pour en parler à celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore son existence, aux incultes comme moi quoi. Que l'on soit intéressé ou non par la langue, il fait partie intégrante de notre histoire et de l'histoire de notre pays. Alors pourquoi est-ce que cette œuvre, pourtant couronnée par l'Académie française, est-elle si méconnue du peuple qu'elle honore? Et pourtant, elle a fait parler d'elle, au point qu'on y associe souvent le mot querelle, la querelle du Barzaz-Brace. Elle fut, dans un premier temps, commencé par la mère de Théodore Herzart de la ville marquée, qui s'appelait simplement Marie-Ursule de Fédot de Vosgien. La famille vivait entre Quimperlé et la campagne de Nizon, située non loin de Pont-Aven. Le père était quant à lui député du Finistère, puis sous-préfet de Quimperlé. Plutôt haut placé donc. La mère de Théodore, elle, est assez proche de ses voisins autour de Nizon. Et même plutôt sympa parce qu'il paraît qu'en contrepartie de l'aide médicale qu'elle apportait aux gens, eh bien ceux-ci lui offraient des chants. Elle devint donc rapidement ce qu'on appelle une collecteuse. Ce qui me permet de faire un petit point vocabulaire. Donc un collecteur ou une collecteuse, quelqu'un qui collecte quoi, fait du collectage, donc c'est de la recherche, souvent auprès de personnes âgées. Et ces collecteurs recherchent des histoires, des chants, des textes, de la musique, des danses ou encore des costumes, afin que ceux-ci puissent être sauvegardés. Le collectage vient pallier au changement de mode de transmission qui autrefois était oral, afin que de nos jours, les choses puissent continuer à être transmises. Revenons donc à la mère de Théodore de la ville marquée. Cette femme était tellement appréciée qu'une juerze, une complainte bretonne, fut composée pour elle lorsqu'elle décéda en 1847. Cette complainte, cette juerze, s'appelle la complainte de la dame de Nizon. Et elle fut même publiée dans la 3e édition du Barzaz-Brace en 1867. De la ville marquée, le fils disait d'ailleurs que c'était elle qui avait collecté les plus belles œuvres et qui lui devait l'idée du recueil. Elle qui, en entendant une mendiante lui chanter une chanson en contrepartie de ses bons soins, fut frappé par la beauté de la poésie bretonne. Le fils de Théodore, donc Pierre de la ville marquée, affirmait aussi que sa grand-mère avait collecté 51 des 54 chants de la première édition du Barzaz-Brace, publié en 1839. Et pour affirmer ceci, il se basait sur la table des matières, écrite de la main de sa grand-mère, où l'on retrouve ces chants quasiment dans le même ordre que dans l'édition imprimée en 1839. Adolescent, Théodore étudie dans différents collèges de Bretagne, puis part à Paris après son baccalauréat. Il s'inscrit à l'école des Chartes, qui est un établissement créé par Louis XVIII en 1821, mais qui se veut être un établissement révolutionnaire et napoléonien, dans lequel on y forme des élèves aux sciences auxiliaires de l'histoire. Dans cet environnement, il fréquente assidûment les bibliothèques et a même ses entrées dans les différents salons littéraires. Et il côtoie également du beau monde, notre Théodore, comme le poète Auguste Briseux ou encore Le Gonidec, qui était un linguiste, un grammairien breton, et c'est d'ailleurs lui qui fut le premier à tenter d'unifier l'orthographe de la langue bretonne. Bon courage, Et c'est parmi eux que Théodore commence à se sentir fier d'être breton, et son appartenance commence à le titiller un petit peu. Et après que sa maman lui ait murmuré à l'oreille l'idée de faire un recueil de tous ces chants populaires, Théodore s'y attelle à partir de 1837. Et il enjolive certains chants. Il demande l'approbation du comité des travaux historiques et scientifiques pour la publication de ce recueil. Mais le comité refuse de donner son approbation. C'est donc en 1839 qu'est publié à compte d'auteur le Barzaz-Brace. Pour le petit point langue, Barzaz-Brace veut donc dire recueil poétique de Bretagne. Et avant celle-ci,
Jamais aucune œuvre constituée de collectes de chants situées sur le territoire français n'avait été publiée en France. L'accueil est excellent, que ce soit en France ou même à l'étranger. Et dans les années qui suivent sa première publication, le Barzaz Braze est traduit dans différentes langues comme l'anglais, l'italien, le polonais ou encore l'allemand. La première édition est constituée de 2 volumes, d'une introduction chargée, et on retrouve la retranscription de chaque chant dans un premier temps en breton, puis traduit strophe par strophe en français. En 1845 paraît une 2e édition, et c'est dans celle-ci qu'on retrouvera les textes phares qu'on abordera rapidement un peu plus tard dans la vidéo. Il y eut dans un premier temps 6 éditions du Barzaz Braze, et toutes depuis 1867 sont basées sur la 6e édition, et c'est aussi à partir de celle-ci que l'on retrouve le texte en français, écrit bien en gros, et celui en breton écrit en tout petit en bas de page. Je sais qu'on dit que la taille ne compte pas, mais quand même! Dans l'édition de 1867, on y voit aussi une précision sur les dialectes que parlaient les gens interrogés. Alors on retrouve évidemment le dialecte de Cornouailles, car c'était celui parlé par de la Villemarqué, mais aussi celui du Léon ou encore celui de Tréguier. Dans l'édition de 67, on retrouve également les partitions des chants, ce qui est très utile de nos jours quand il y a une scission dans la transmission orale des chants populaires de Bretagne. Et si vous souhaitez parcourir et lire le Barzaz Braze tel qu'il avait été édité en 1867, vous trouverez le lien en description de la vidéo pour le télécharger en PDF. Mais vous vous en doutez un petit peu, les méthodes de publication peu rigoureuses de Théodore de la Villemarqué commencent peu à peu à faire parler d'elle. Et l'un des premiers opposants aux manières de collecter de Théodore de la Villemarqué est François-Marie Luzel, lui-même collecteur, issu d'une famille de collecteurs également. Finalement, nos 2 bonhommes ont un peu le même profil. Ils décident tous les 2 de poursuivre le travail de collectage d'un de leurs membres de la famille, donc sa mère pour Théodore de la Villemarqué et son oncle pour Luzel. Ils évoluent tous les 2 également à Paris, et en 1845, on demande à Luzel de collecter des chants populaires bretons. Mais le hic, c'est que la même année, on demande à Théodore de la Villemarqué de proposer une 2e édition du Barzaz Braze, ce qui éclipse totalement le travail de Luzel. Et avec plusieurs autres intellectuels un peu tatillons, il commence un peu à tiquer quant aux façons d'éditer et de publier de Théodore de la Villemarqué. Et c'est lorsqu'il publie la 3e édition du Barzaz Braze que René François Lemaine met le feu aux poudres dans la préface de sa réédition du Catholicon. Dedans, il s'attaque publiquement à l'auteur du Barzaz Braze et surtout à son penchant pour la réécriture des chants populaires bretons. On situe donc le début de la querelle du Barzaz Braze en 1872. Où dès lors, le camp Luzel, Lemaine et d'autres intellectuels de Paris s'opposera au camp de la Villemarqué. Sur l'authenticité évidemment même du Barzaz Braze. Luzel publiera à son tour les Djuerzieux Brazizel en 1868, mais ce fut un peu un flop. Et c'est un peu moins d'un siècle plus tard que Fange-Gourville, dont on a déjà parlé dans ma vidéo sur le premier film tourné en breton, le lien ici, soutient une thèse en 1959 qui est publiée l'année d'après où il affirmait que le Barzaz Braze était un faux. Il remettait totalement en cause l'authenticité des chants qu'il constituait et rapportait que selon lui, de la Villemarqué avait écrit lui-même la plupart des chants les plus connus du recueil. Et c'est pour démêler le vrai du faux qu'au cours de l'année 1963, le musicologue, ethnologue et linguiste Donatien Laurent décide de prendre contact avec un des descendants directs de Théodore de la Villemarqué, qui n'était autre que Pierre de la Villemarqué, afin de lui démontrer à quel point l'étude des manuscrits originaux des textes qui constituent le Barzaz Braze ferait enfin éclater la vérité sur le véritable travail de mémoire qu'avait effectué son ancêtre. Vous l'aurez compris, mais finalement, le travail même de Théodore de la Villemarqué était quelque peu entaché par les accusations de faux qui gâchaient le fond, la base de l'œuvre et qui l'empêchaient d'être reconnu comme véritable trésor de transmission. En 1964, Donatien Laurent fut accueilli dans le manoir de Kéransker, où il put enfin rencontrer l'héritier des lieux, et pas que, qui lui confia les carnets manuscrits et de collecte, et c'est à partir de là qu'un assez long travail d'études, de recherche et de retranscription commença. Assez long, car il dura plus de 10 ans. La thèse de Donatien Laurent fut soutenue en 1975 à la Sorbonne et fut publiée par la suite en 1989. Et puis ce fut aussi un travail laborieux, car l'écriture de Théodore de la Villemarqué était communément qualifiée de patte de mouche et était quasiment illisible, au point que l'on peut discerner sur les manuscrits des points d'interrogation
au crayon de papier, écrit par Théodore lui-même, ce qui indique qu'il était lui-même incapable de relire sa propre écriture. C'est un sacré travail qui nous a fait Donatien là. Hein. Et c'est grâce à la bonne connaissance des dialectes bretons par Donatien Laurent, et aussi car il était lui-même collecteur, qu'il put plus aisément que quiconque se glisser dans les souliers de la ville marquée. Et dans sa thèse, il découvrit que malgré les nombreuses accusations contre Théodore de la ville marquée, ces accusations qui affirmaient qu'il avait un faible niveau de breton, et bien finalement il s'avérait que ce dernier parlait très bien la langue bretonne, et plus exactement le dialecte cornouaillais, que l'on utilisait à Nison, d'où il était originaire. Pour résumer, la thèse de Donatien Laurent permet de comprendre clairement ce qui appartient au peuple dans le Barzaz-Breizh et ce qui provient aussi de son auteur initial, Théodore de la ville marquée. Car oui, il a réécrit, modifié et embelli certains textes, mais comme il était d'usage de faire à l'époque. Mais cela n'affecte en rien l'authenticité de son travail de collectage, et aussi celui de sa mère également, il faut pas l'oublier. Et pour celles et ceux qui sont un peu friands d'affaires criminelles, c'est grâce aussi au travail de Donatien Laurent qu'une des Jewers collectées permit de rétablir la vérité sur un crime commis en 1732. En revenant du pardon de Saint-Fiacre, un jeune homme de Langonette fut tué et il s'appelait Louis le Ravalec. Son corps fut retrouvé sur les bords de l'Ailée. Et à l'époque, une enquête est ouverte. Une enquête qui durera tout de même 5 ans, pour que les juges déclarent finalement qu'il avait certainement fait une chute des rochers et que c'était comme ça qu'il s'était tué. Oui, mais son père, lui, n'y croit pas. Et ses proches non plus. Et seule l'étude de la Jewers publiée dans le Barzaz-Breizh et le fait d'interroger les gens des alentours, auprès de qui l'histoire et la Jewers continuent de circuler, permet de comprendre qui a tué Louis le Ravalec. Il s'agissait en fait d'un drame de jalousie, d'une querelle amoureuse. Louis était tombé amoureux d'une jeune fille du village de Kerly, Louise Troboul, et elle devait aussi avoir un autre prétendant. Et lors du procès qui devait déterminer qui avait tué le jeune Louis, des témoins avaient pourtant indiqué la maison de la jeune fille comme la dernière où il s'était arrêté, avant de repartir vers Langonette. Et les juges n'avaient jamais pris la peine d'en interroger les habitants. Et c'est l'étude des registres de baptême qui montra que la famille Troboul et celle des juges du Fawet étaient étroitement liées, ce qui pourrait expliquer la manière dont fut classée l'enquête à l'époque. Le crime fut donc élucidé grâce à l'étude de cette Jewers, et un film qui s'appelle sobrement Qui a tué Louis le Ravalec a été fait sur cette histoire. Je vous mets le lien pour le visionner en description de la vidéo. Ce qui me permet d'enchaîner sur la dernière partie de cette vidéo sur les pièces phares du Barzaz-Breizh. On vient de parler de la Jewers de Louis le Ravalec, mais c'est aussi dans le Barzaz-Breizh que l'on aborde d'autres champs mythologiques, héroïques et historiques, sur des personnages bien connus des légendes celtiques, comme par exemple, au hasard, Merlin. Ces pièces, qui sont considérées comme les plus importantes du Barzaz-Breizh, apparaissent dans la seconde édition de 1845. Dedans, on retrouve 2 Merlins, un Merlin devin, Marzine de Binour, et l'autre barde, Marzine Bars. Dans Merlin devin, il nous apparaît comme druide et magicien, figure parcourant les paysages bretons, les rivages, les bois et les prairies, pour cueillir le cresson vert, l'herbe d'or et le gui de chêne. Et surtout, il cherche l'œuf du serpent marin, Ru Vorek, dans le texte original breton. Mais on le trouve tout aussi bien barde notre Merlin, portant l'anneau d'or et la harpe. Finalement simple mortel, homme, vêtu de lambeaux de tissu, il est représenté comme un souverain déchu, un homme perdu, et dont personne ne sait ce qu'il devient. Marzin Roazurwesh, zo Colet, Nouyer Douere, Peler Maet. Dans le Barzaz-Breizh, il n'est évidemment pas seulement question de Merlin, on parle également d'Arthur, dans la marche d'Arthur, ou Baléarzur en breton. On parle également de la mort du premier duc de Bretagne, Geoffroy Ier, dans Urfalron, le faucon. On y relate sa mort bien sûr, et aussi la façon dont elle fut le début d'une grave insurrection populaire. Mare d'Orvro, à Savet Kroos, Savet Iwank, à Savet Kos, War Marwer à Urfalron, Breiziguat, Itan, Agikon. Petite traduction, le pays rêvé, une révolte a éclaté, les jeunes se sont levés se sont les vieux, par suite de la mort d'une poule et d'un faucon. La Bretagne est en feu et en sang et en deuil. On retrouve aussi les Chouans et aussi le clerc de Rouen, Nominoé, souverain d'une Bretagne unifiée et indépendante, et aussi du Guesclin ou Duesclen qui fit tomber les châteaux des Anglais,
qui envahissaient les hauteurs de Bretagne. Pour résumer, l'œuvre du Barzaz Braze eut l'effet d'une révolution culturelle et littéraire par la reconnaissance de la richesse de la transmission orale en Basse-Bretagne. C'est une œuvre qui a su traverser les siècles sans prendre une ride. Preuve en est les nombreuses éditions qui continuent à voir le jour. Le Barzaz Braze est également toujours une grande source d'inspiration pour de grands artistes bretons comme par exemple Alon Stivell, mais aussi pour le King des Juers, Rui Djuerzieu, communément appelé Dédé Sprigent. C'est aussi un document précieux en ce qui concerne la musicologie, car il atteste des modes musicaux spécifiques aux sonorités bretonnes, et on peut tout aussi bien penser que le travail, la thèse de Donatien Laurent sur l'authenticité du Barzaz Braze, qui a été soutenue en 1974, a joué un rôle dans le renouveau culturel breton des années 70. Donc 150 ans après la première édition de cette œuvre majeure, et j'ose même, première de l'histoire culturelle, littéraire et populaire de Bretagne. J'espère que cette vidéo d'introduction sur le Barzaz Braze vous aura plu. Et vu Herbert Treu, la tonne de choses qui existent autour, sur, dessous le Barzaz Braze, je ne pouvais parler de tout, vous vous en doutez. Donc je ferai peut-être une deuxième vidéo qui ira un peu plus en profondeur, si celle-ci a intéressé une grande majorité d'entre vous. Je vous fais des beaux cums et je vous dis Dundee Stroh.